Eh bien bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Camus, je suis historien de formation et après une petite carrière dans l'éducation nationale en tant que professeur d'histoire, très vite le monde de la presse m'a intéressé. Ça fait qu'aujourd'hui je suis directeur de publication de plusieurs titres, à la fois conférencier et consultant. Alors la première revue en effet était une revue sur le Moyen-Âge, qui s'appelait Les Temps médiévaux, parce que ma formation d'historien consistait en l'étude du Moyen-Âge, du temps des départs à la croisade, etc. Donc c'est une revue qui n'existe plus de nos jours, mais qui a ouvert la voie à toutes celles qui ont suivi. Désormais, il n'y a plus qu'une seule revue, je dirais, d'histoire, on va dire deux, une sur la Seconde Guerre mondiale, une revue de paléontologie sur les dinosaures et les fossiles, et l'ensemble des autres couvrent principalement la science, la psychologie, de l'espace, l'astrophysique, l'astrobiologie, la santé, les neurosciences, la conscience. Donc oui, c'est vrai que j'ai commencé par l'histoire, mais désormais l'histoire est réduite un peu à la portion congrue dans les activités de la société. C'était un intérêt personnel, parce qu'en fait, bon, l'histoire est toujours quelque chose de très intéressant, mais il est vrai que même si on fait référence à ce qu'on peut trouver au niveau de l'archéologie, c'est quand même un champ qui était relativement couvert par de nombreuses autres revues, d'ailleurs, qui sont très bien montées. Et le domaine de la santé m'intéresse, mais d'un point de vue un peu alternatif. C'est-à-dire que, par le plus grand des hasards d'ailleurs, et puis le fait aussi d'un intérêt personnel, on avait été assister à des conférences, j'avais lu des ouvrages également de spécialistes, de chercheurs, de scientifiques en rapport avec la santé, mais qui portaient un discours qui n'allait pas, on va dire, qui n'était pas à contre-courant de ce qui se faisait complètement, mais qui apportait vraiment une vision alternative. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour de nombreux lecteurs d'être informés de ce qui peut se faire aussi dans la santé, dans le domaine de la santé, au niveau de la recherche, au niveau des thérapies, même si ces thérapies, on en parle moins parce qu'elles sont moins usitées, peut-être moins subventionnées, peut-être moins aussi à l'origine de certains grands laboratoires. C'était quand même pour moi un axe de travail qui permettait d'informer sur des thématiques encore méconnues, qui le sont de plus en plus désormais. Et en plus, il y a vraiment un intérêt. On se rend compte qu'on a beaucoup de lecteurs qui sont très avides même de connaissances, de manière à peut-être avoir une vision plus globale, plus holistique de la santé, et pas spécialement une vision matérialiste où je suis malade, je prends un médicament, donc j'irai mieux. Peut-être tout ce qui va un peu en amont, tout ce qui va ensuite après, tout ce qui va pendant, et toute cette partie-là n'était pas spécialement bien traitée. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y avait un manque au niveau des magazines, et puis on a essayé de combler modestement ce manque avec notamment la revue Santé, Sciences et Conscience, Cerveau, Sciences et Conscience, et Sapiens. Quelque part, la santé, ça touche tout le monde, ça nous concerne tous, et on l'a vu venir parce que je passe énormément de temps sur Internet. Alors sur Internet, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du n'importe quoi, mais on voit bien qu'il y a quand même un attrait massif de plus en plus de lecteurs ou d'internautes dans un premier temps, qui vont chercher ou qui veulent aller chercher de l'information qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors quand on dit information qui sort de l'ordinaire, ça ne veut pas dire tout de suite qu'on va aller dans l'extraordinaire, le paranormal ou du n'importe quoi, parce que l'ensemble des articles que nous éditons sont produits par des chercheurs, par des oncologues, par des scientifiques, mais qui parfois n'ont pas accès aux grands médias parce que leur discours est un peu à contre-courant ou dérange, ou ne s'inscrit pas dans une espèce de pensée, on peut le dire, assez dogmatique, oui, y compris sur la science. Et moi, je voulais donner, justement, ouvrir mes colonnes et donner la parole à tous ces acteurs de la médecine qui seront peut-être, d'ailleurs, les acteurs de demain, et de plus en plus. Alors, concernant Psychologie Réussir, la revue, comme son nom l'indique, le but est d'amener des conseils, des façons de faire, des protocoles parfois, de manière à mieux réussir sa vie. Alors mieux réussir sa vie dans tous les domaines, comment être plus heureux, plus en forme, se sentir mieux, appréhender les difficultés avec beaucoup plus de ressources. Donc c'est vraiment cette thématique du magazine où à la fois on apporte des connaissances sur l'actualité de la psychologie, parce qu'on trouve encore énormément de choses, mais comment l'adapter dans sa vie quotidienne, de manière à mieux réussir dans tous les domaines, tendre vers le bonheur.
Cerveau, Sciences et Conscience, ça c'était une des premières revues. On arrive bientôt, parce que c'est une revue qui va bientôt avoir 7 ans d'existence. Et le but de Cerveau, Sciences et Conscience est de traiter à la fois de l'actualité neuroscientifique, de tout ce qu'on peut découvrir sur les sciences cognitives, le cerveau, tout en se permettant également parfois d'aller assez loin dans les hypothèses qui nous sont présentées, à partir du moment où l'hypothèse repose sur de la documentation, sur des recherches, peu importe le résultat, dès qu'on a un protocole scientifique derrière, eh bien on en parle. Et là, par exemple, les sujets qui passionnent largement nos lecteurs sont principalement l'origine de la conscience, est-ce qu'elle serait délocalisée, quel est le rapport entre la conscience et la physique quantique. Alors c'est vrai qu'on a raconté énormément de choses là-dessus, des fois il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie, mais il y a quand même des théories très intéressantes, et on essaye, tous les 3 mois, d'apporter les dernières recherches dans ce domaine. Alors, Quantum Experience, ça c'était le pendant, on va dire, un peu plus spirituel de Cerveau, Sciences et Conscience. J'avais beaucoup de lecteurs qui régulièrement m'appelaient en me disant « Oui, mais vous ne parlez pas du chamanisme, vous ne parlez pas de la spiritualité. » Et je disais « Oui, mais la revue Cerveau, Sciences et Conscience, ben, on parle de cerveau, de science et de conscience. » Donc, à force d'avoir des demandes, ben, on a essayé de faire une revue qui soit un peu plus spirituelle, donc d'aborder également cette thématique. Et c'était la naissance, on va dire, de Quantum Experience. Donc on essaye de faire un pont, je dirais, entre d'un côté tout l'aspect donc neuroscientifique et scientifique qu'il peut y avoir sur la question, mais en l'ouvrant sur tout ce qui passionne un lectorat qui est sensible à la spiritualité, au sens large, bien évidemment. Il y a 2 revues sur l'espace, il y a Espace et Astrophysique et Espace et Vie. Alors espace et astrophysique, eh bien là on est plus dans l'étude des phénomènes célestes. On passe des trous noirs aux trous de verre, en passant par la formation des galaxies, des supernovas, des étoiles. C'est un domaine qui est passionnant et on en découvre tous les jours. Donc là c'est vraiment une revue sur laquelle on prend beaucoup de plaisir aussi parce que même tous les 3 mois on est limité tellement il y a d'informations qui arrivent et de plus en plus poussées, fines et parfois même assez étonnantes sur la création de l'univers notamment. Et Espace et Vie, c'est le pendant, on va dire, astrobiologique de la première revue, où le but, là, c'est de se focaliser sur l'histoire des planètes, principalement, et de la recherche de la vie dans l'espace, parce qu'on appelle la vie extraterrestre. Alors, c'est pas spécialement une revue dédiée, bien évidemment, aux ovnis, c'est pas ça dont on te parle, parce que, personnellement, je pense que les premières traces de vie dans l'espace qu'on va trouver, ça sera sans doute sous forme peut-être de mousse, de lichen, de microbes, de bactéries, mais on a toute une partie, je trouve, de scientifiques à qui on ne donne pas assez la parole sur ce sujet, notamment les astrobiologistes. Alors Espace et Vie, le but de la revue, c'est d'amener tous les 3 mois à nos lecteurs les dernières découvertes en astrobiologie. Toutes les informations qui passent sont bien évidemment vulgarisées, on s'appuie majoritairement sur des communiqués de presse, et puis on va chercher vraiment, on a des équipes de fouineurs, il n'y a pas d'autre mot, qui vont chercher l'information un peu partout, de manière à présenter un panel le plus large possible de tout ce qu'on peut trouver, de tout ce qu'on a trouvé dans le dernier trimestre sur l'espace, l'astrophysique ou l'astrobiologie. Tout dépend de la revue dans laquelle paraissent les articles. Alors, dinosaures, préhistoire et fossiles. Alors là, pour le coup, c'est vraiment j'ai un rêve d'enfant. Quelle est la petite fille ou le petit garçon qui n'a pas rêvé devant des dinosaures, qui n'a pas rêvé d'être paléontologue un jour, qui n'a pas eu les yeux écarquillés devant Jurassic Park, Jurassic World, etc. Donc c'est la revue sur les dinosaures, la préhistoire et les fossiles. Je suis content parce que c'est pratiquement une des seules, je crois même que c'est la seule revue grand public. Il existe des bulletins de qualité d'associations paléontologiques, mais en tout cas en tant que revue grand public dans les kiosques, c'est la seule. Là aussi, tous les 3 mois. Donc on a maintenant une équipe. Je suis très content de cette revue parce que c'est vraiment, comment dire, c'est l'exemple type d'un magazine de niche. C'est vrai qu'il faut être passionné de dinosaures. Bon. Mais petit à petit, avec le temps, on a réussi à fédérer énormément de scientifiques de haut niveau, donc de paléontologues, qui maintenant écrivent de plus en plus. On couvre les événements, on va couvrir des fouilles en direct. On a des youtubeurs qui sillonnent l'hexagone
dès qu'il y a une manifestation paléontologique. Donc vraiment, on a fédéré tout un petit monde de passionnés, d'amateurs éclairés et de scientifiques autour de cette question des dinosaures, de la préhistoire et des fossiles. Ce sont nos lecteurs, bon, déjà ce sont des passionnés, et on a beaucoup de jeunes. C'est vrai que peut-être que dans l'ensemble des revues du groupe, le magazine où il y a un lectorat le plus jeune, c'est sans doute Dinosaures, préhistoire et fossiles. Justement pour l'attrait de ce monde perdu et fascinant. Et c'est également peut-être la raison pour laquelle, lorsqu'on conçoit même la revue, on se permet de faire de très très belles illustrations. Je reçois beaucoup de courriers, de mails, d'appels de mamans, souvent, qui me demandent des anciens numéros pour leurs enfants, qui parfois sont d'ailleurs très jeunes. Même des écoles primaires régulièrement m'appellent en disant tiens, est-ce qu'on pourrait diffuser la revue, on aimerait bien la faire connaître pour nos enfants. Alors, concernant la revue d'histoire proprement dite, c'est Archives de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est une revue donc exclusivement dédiée à l'histoire du Second conflit mondial, parce que nous sommes encore les héritiers de cette période, et on essaye de couvrir l'ensemble du conflit, donc à la fois militaire, sociologique, économique, de tous les acteurs de cette période incroyable qu'on a connue, qui est partie de l'Allemagne des années 30 jusqu'en 1945.